C'est l'histoire d'une capture spectaculaire, en pleine nuit. Les forces spéciales américaines ont arrêté le président du Venezuela, Nicolás Maduro. Un événement sans doute qui a des répercussions absolument mondiales. Alors on va décortiquer ensemble ce qui s'est passé, les justifications et surtout les conséquences de ce raid assez incroyable. Le fait brut, vraiment au cœur de toute cette histoire, il est aussi simple que stupéfiant. Le dirigeant d'un État souverain, arrêté par une armée étrangère. C'est un acte qui, en soi, ça redéfinit complètement les règles du jeu international. Franchement, le déroulement des événements, on dirait un script hollywoodien. Tout s'est enchaîné en même pas 24 heures. On a le feu vert du président tard le vendredi soir, puis, pendant la nuit, une mobilisation aérienne massive. Et hop, à l'aube, la Delta Force capture Maduro. Quelques heures plus tard à peine, il atterrissait déjà sur le sol américain. Une démonstration de force assez redoutable, il faut le dire. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi et pourquoi maintenant? Eh bien, l'administration américaine, elle, a une réponse très très claire. Pour eux, attention, ce n'est pas un acte de guerre, non, c'est la plus grande opération de police de l'histoire. Rien que ça. Et voilà l'argument central, formulé par le président américain lui-même. Il dépeint Maduro non pas comme un chef d'État, mais comme le chef de file d'un cartel, un kingpin. L'accusation principale, c'est donc le narcotrafic, mais à une échelle vraiment industrielle. Alors le concept juridique qui soutient toute cette opération, c'est celui de narcoterrorisme. Et là, la nuance, elle est absolument cruciale. Parce que l'accusation va bien plus loin que le simple trafic de drogue. Ce qu'ils disent, c'est que la cocaïne a été utilisée comme une arme pour déstabiliser les États-Unis. Et c'est ça, du point de vue de Washington, qui justifie une réponse militaire. Et puis, faut bien voir que cette décision, elle ne sort pas de nulle part. 50 millions de dollars. C'était la prime qui était déjà offerte pour sa capture. Ça montre bien que l'intention des États-Unis de le traduire en justice, elle ne date pas d'hier. Ils voulaient le faire d'une manière ou d'une autre. Cette citation de la procureure générale, elle est très parlante. Écoutez bien le vocabulaire. La fureur de la justice américaine. On ne parle pas de diplomatie, pas de guerre, on parle de justice criminelle. Donc l'objectif qui est affiché, ce n'est pas de changer le régime, c'est de faire un procès. Bon, ça, c'est la version de l'administration américaine. Mais évidemment, cette vision des choses, elle est très très loin de faire l'unanimité. Dès l'annonce du raid, ça a été une déferlante de critiques et d'inquiétudes, que ce soit sur le plan légal ou sur le plan purement stratégique. Et là, on touche vraiment au cœur du débat juridique aux États-Unis. C'est assez simple en fait. D'un côté, la Maison-Blanche dit « on ne fait qu'exécuter un mandat d'arrêt ». Mais de l'autre, des juristes répondent « attendez, déployer l'armée pour capturer un chef d'État, ça s'appelle un acte de guerre. Et ça, seul le Congrès peut l'autoriser. » La question fondamentale, elle est là. Où s'arrête la police et où commence la guerre? Et si on regarde du côté du droit international, la critique est encore plus dure. Pour cet ancien procureur, c'est simple. Sans traité d'extradition, l'opération est un acte criminel. Carrément. C'est une remise en cause frontale, totale, de la légitimité de toute cette mission. Au-delà de la légalité, il y a la stratégie. Et là, des groupes de réflexion comme le Cato's Institute tirent la sonnette d'alarme. Ils ont peur que les États-Unis se retrouvent encore une fois piégés dans une opération de reconstruction d'un pays, ce qui va à l'encontre de toutes les promesses de non-intervention. Et surtout, ils doutent très fort que cette opération, aussi spectaculaire soit-elle, puisse vraiment régler les problèmes de fond, comme le trafic de drogue ou la migration. Alors passons maintenant aux conséquences directes pour le Venezuela lui-même. Parce que Maduro est parti, c'est un fait. Mais son départ crée un vide immense et potentiellement très dangereux au sommet de l'État. C'est la question, celle que tout le monde se pose. Qui va diriger le Venezuela? Qui va prendre les rênes d'un pays qui est à genoux après des années et des années de crise? Et la réponse, croyez-moi, elle est tout sauf évidente. Et c'est là qu'on voit deux futurs complètement différents qui s'affrontent pour le Venezuela. D'un côté, il y a le plan américain, une sorte de transition contrôlée en s'appuyant sur la vice-présidente de Maduro, Delcy Rodríguez. Et de l'autre, il y a l'opposition vénézuélienne qui, forte de sa victoire aux élections et de la popularité de María Corina Machado, réclame le pouvoir. Ce sont vraiment deux chemins radicalement opposés pour le pays. Et pour compliquer encore un peu plus les choses, la personne sur qui les États-Unis semblent miser, Delcy Rodríguez, elle qualifie l'opération d'enlèvement et réaffirme sa loyauté à Maduro. Autant dire que le plan américain d'une transition en douceur, il a l'air déjà bien compromis. Pendant ce temps-là, l'opposition, elle, menée par la très populaire María Corina Machado, lance cet appel. Pour elle, l'heure est venue de prendre le pouvoir. Elle se sent légitime, elle est prête. On se retrouve donc avec au moins 2 voire 3 camps qui revendiquent le pouvoir. La situation est explosive. Maintenant, il faut élargir la perspective. Parce que l'impact de ce raid, il dépasse très très largement les frontières du Venezuela ou des États-Unis. C'est un de ces événements qui pourrait vraiment redéfinir les règles du jeu au niveau mondial.
Et quand on regarde les réactions internationales, on voit une fracture très nette. D'un côté, les alliés occidentaux sont mal à l'aise, contents que Maduro soit parti, mais très inquiets de la méthode. En face, le bloc mené par la Russie et la Chine condamne sans aucune hésitation ce qu'ils appellent une agression. Et en Amérique latine, c'est l'inquiétude qui domine. Le monde est, de fait, coupé en deux. Mais les conséquences à long terme pourraient être encore plus graves. Beaucoup d'analystes parlent d'une véritable boîte de Pandore qui vient d'être ouverte. Parce que, si les États-Unis peuvent faire ça, qu'est-ce qui empêche la Russie de viser les dirigeants ukrainiens ou la Chine d'agir à Taïwan? C'est une érosion des normes internationaux. Et il ne faut pas oublier le volet économique. Cette opération donne aux États-Unis un contrôle de fait sur les énormes réserves de pétrole du Venezuela. C'est une arme économique redoutable, surtout face à la Chine. Tout ça nous amène à la question finale, une question assez vertigineuse. Le départ d'un dictateur, pour beaucoup, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. Mais les moyens utilisés. Il crée un précédent qui pourrait déstabiliser tout l'ordre mondial. Alors la question qui reste en suspens, c'est est-ce que la fin justifie toujours les moyens? Et c'est sur cette interrogation qu'on va se quitter.